continuer après le sondage. Donc, on va rapidement parcourir l'environnement. Bon, on ira rapidement parce que d'après le sondage, vous maîtrisez un peu l'environnement Excel. Donc, quand on parle d'environnement Excel, c'est normal, on va parler du classeur. On va parler du classeur qui est un outil qui permet de stocker, de sécuriser, de procéder à l'analyse des données. Donc, actuellement, le logiciel compte, même actuellement, oui, même jusqu'à sa dernière version, ça compte jusqu'à 1 48 000 lignes environ et 16 000 colonnes. 16 000 colonnes. Et lorsque on prend le classeur, c'est ce que vous voyez devant vous, là. C'est le classeur. Ce que vous voyez, vous. Donc, dans le classeur, nous avons les feuilles. Et dans les feuilles, nous avons différents onglets. Et au niveau de la partie classeur, nous avons différents onglets de feuilles. Et c'est la feuille qui stocke tout ce que nous aurons à étudier. Donc, si il n'y a pas de feuille Excel, on n'a pas un classeur Excel. Si on n'a pas de classeur Excel, c'est qu'on n'a pas l'outil Excel. Donc, après, on peut nommer la feuille, on peut renommer la feuille. Déjà, entre-temps, est-ce que vous avez téléchargé le fichier? Est-ce que le fichier que je vous ai envoyé, vous avez téléchargé ça? Il faut que vous ayez le fichier devant vous. Je renvoie le fichier pour ceux qui n'étaient pas là. Je renvoie le fichier pour ceux qui n'étaient pas là. Ça peut aider à suivre l'exercice. Donc, dans le fichier, je vais ouvrir mon fichier. Je vais ouvrir mon fichier pour suivre avec vous. Essayez d'ouvrir le fichier. Si vous pouvez, essayez d'ouvrir le fichier. Là, vous allez suivre avec moi les exercices et pouvoir poser les questions. Voilà, voilà mon fichier. Vous avez ce fichier-là. OK, donc essayez Oui, d'ouvrir le je fichier. l'ai. OK. Essayez d'ouvrir le fichier. Donc, c'est ça qui va nous servir de support. Et vous allez continuer l'exercice. On ne pourra pas aborder parce que ce fichier intègre les cinq thématiques que nous allons étudier, notamment le tableau de croisée dynamique et la gestion des listes. Bon, donc je disais tantôt que le classeur, voilà, le classeur. Donc, j'ai un classeur devant moi. Il y a le classeur, il y a les feuilles en bas. Donc, comme vous allez le constater, j'ai coloré mes feuilles. Donc, dans chaque feuille, il y a des informations que j'ai mis à dessin. Ensuite, il y a des images que j'ai collées. Ensuite, il y a des tableaux, ainsi de suite. Donc, et ces feuilles, j'ai pu insérer les données grâce à quoi? Grâce à ce qu'on appelle les cellules. La cellule, c'est la fonction, c'est l'intersection entre la ligne et la colonne. L'intersection, la ligne et la colonne, c'est ça qu'on appelle cellule. Et la cellule, c'est l'élément de base de classeur Excel. C'est l'élément de base. Lorsque nous ignorons ce que une cellule peut jouer comme rôle, c'est que nous ne sommes pas prêts de découvrir réellement les bienfaits de Excel. Donc, la cellule est bel et bien l'élément de base. Elle peut être manipulée par valeur ou par des références. Nous allons parler des références un peu plus tard. La valeur, c'est ce que contient la cellule. La valeur, c'est ce que contient la cellule. Donc, lorsqu'on voit une cellule, ce que vous voyez dans une cellule, en fait, ce n'est pas, ce n'est pas l'information, c'est juste la valeur. Ce que contient la cellule, par exemple, je viens ici, je mets, je mets A1, A1, je mets A1, A1, c'est la valeur que renvoie la cellule. A1, c'est la valeur que renvoie la cellule. Mais A1, ce n'est peut-être pas l'information parce que dans d'autres circonstances, A1 peut représenter juste l'image que renvoie la cellule. Donc, c'est pour cela, dans la cellule, il y a la valeur. Et ce que contient la cellule, on appelle ça référence.
la référence. Donc, on va découvrir la référence. Donc, on revient, on va passer sur ça rapidement. Lorsque on cumule plusieurs cellules à la fois, on appelle plage de données. Plage de données, plage de cellules. Et on le fait souvent lorsque nous voulons appliquer une même fonction, une même mise en forme à l'ensemble. Donc, c'est en ce moment-là qu'on parle de plage de données. Donc, on sélectionne la cellule plusieurs fois et on parle de plage de données. Enfin, nous allons parler des barres de formules où se logent les références, où se logent les formules. J'ouvre le fichier, je suis dans le format tableau, je prends oui, format tableau, je crois que c'est là que j'ai mis les informations. Voilà, ici. Donc, lorsque je viens ici, par exemple, ma cellule, la cellule, vous voyez la cellule, vous voyez là où j'ai cliqué. Je suis dans la feuille OS2 et j'ai cliqué sur la cellule D18. Vous lisez D18 ici dans le coin ici. Voilà, j'ai mis ça en bleu. D18. Lorsque je vois D18, je vois 157. 157, c'est la valeur. Mais ce n'est pas ce que la cellule reflète, c'est pas ce que contient réellement la cellule. La cellule renvoie l'image 157. Mais ce que contient la cellule réellement, c'est D14 plus D15 plus D16. Et on le voit dans la barre de formule. Donc, la barre de formule, c'est l'outil, je peux dire que c'est la partie de Excel qui nous permet de voir véritablement ce que contient une cellule. C'est vrai plus loin lorsque nous allons dans les formes, dans le niveau avancé, le niveau 2 que je vais faire à partir du 25, le niveau 2. On a même la possibilité de cacher l'information que contient la cellule à ce niveau. Parce qu'on n'arrive pas qu'on peut cacher, mais je peux cacher ça à deux ou trois personnes. Mais ceux qui ne sont pas bons en Excel ne verront pas que j'ai caché. Mais si ils connaissent l'utilité de la fonction, ils peuvent retrouver l'information que j'ai cachée. Un exemple, je vais cacher Total Lee. Je lui donne une couleur blanche. Je donne une couleur blanche à Total Lee. Je lui donne. Donc, devant vous, vous ne voyez plus Total Lee. Vous ne voyez plus Total Lee. Mais si je clique, où est-ce que j'ai mis ça même? Voilà. Mais si je clique là-dessus, je viens dans formule, je vois Total Lee. Donc, lui, il ne prend pas systématiquement la mise en forme. Il me donne la valeur de la cellule crue. Donc, quelle que soit la mise en forme que je vais lui donner, je peux le mettre en italique, en gras et autres. La barre de formule, la barre, la barre des formules me renvoie la valeur réelle de la cellule à son état brut, son état initial. Donc, voilà le rôle de la barre. Donc, là, ça nous renvoie la valeur, ça nous renvoie la formule, ça nous renvoie tout ce qu'on aura y mettre comme même quand il s'agit des formules et des longues formules, parce qu'on peut agrandir ça. Donc, il y aura des fichiers, vous allez voir qu'on a lu plusieurs formules. Si vous n'arrivez pas à lire, vous pouvez agrandir la barre des formules. Ça peut être également des tests, des traitements de tests qui sont vraiment longs ou bien qui dépassent. On ne voit pas systématiquement ce qui est à l'autre. Mais si vous voulez voir ce qui est à l'intérieur, il suffit d'agrandir. Vous venez là et vous agrandissez la barre des formules pour voir tout ce qui est à l'intérieur. Donc, Excel peut comporter, bien évidemment, tout un paragraphe, mais dans une cellule. Donc, dans cette cellule, on peut mettre tout un paragraphe. Mais ça va nous renvoyer seulement juste une petite partie. Pour voir le reste, il faut aller dans la barre des formules pour voir le reste. Donc, on continue. Donc, voilà une vue globale de ce que nous venons de voir jusqu'ici. Donc, nous avons parlé de la barre des formules, nous avons parlé de la zone de nom, là on a vu D18, nous avons parlé de la cellule active et la cellule même. Ici, les rubans, là où il y a les différents onglets, les rubans, je précise ça dans mon fichier. Donc, ce que vous voyez là, tout ceci, tout l'ensemble, on appelle ça ruban. Ruban. Donc, et dans chaque ruban, nous avons des menus ou bien des sous-menus. D'autres appellent ça des sous-menus du ruban. Des menus contextuels. Normalement, quand on parle de menu contextuel, c'est quand on fait clic droit. Ça, c'est ça qu'on appelle le menu contextuel. Quand on fait clic droit
aller dans le menu contextuel, c'est que c'est ça qu'on appelle menu contextuel. Ici, nous avons le menu du ruban. Ici, nous avons le menu de fichier. Dans le menu, nous avons des groupes. Par exemple, je prends accueil, j'ai le groupe police, j'ai le groupe alignement, j'ai le groupe nombre, j'ai le groupe style. Et dans chaque groupe, nous avons maintenant des onglets, des sous-onglets. Nous avons des boutons ou onglets, ça dépend de l'appellation que vous donnez. Mais comprenez que nous avons le ruban, d'autres confondent ça avec la barre d'outils. La barre d'outils, c'est différent. Nous avons le ruban, nous avons les groupes et nous avons les sous-menus du groupe ou les onglets. Et dans chaque onglet, on peut développer, il y a encore d'autres informations. Quand je clique chaque fois sur les petits boutons d'onglet, il y a d'autres informations. On peut parcourir ça après. On revient à notre. Donc, on vient de parcourir rapidement l'initiation et l'environnement de Excel. Nous allons aborder la manipulation des cellules, notamment les formats. Le déplacer, copier. Bon, tout le monde sait déplacer, copier. Permet de copier, déplacer, ainsi de suite, les attributs, le contenu ou l'attribut. Donc, tout à l'heure, je disais que la cellule renvoyait des valeurs, des images. Mais en réalité, ce sont ces attributs que la barre des formules affiche. Et c'est ça, en fait, l'identité de la cellule. Je peux parler ici, c'est l'identité de la formule. Donc, ce sont ces attributs réels. Donc, l'attribut réel d'une cellule peut être B1 plus B2 plus B3. Et la valeur de la cellule peut être 20. Parce que peut-être B1 plus B2 plus B3 ont donné la réponse 20. Donc, l'attribut de la cellule, c'est B1 plus B2 plus B3. Et la valeur de la cellule, c'est 20. Donc, il y a une différence. Donc, pour copier-coller, donc voilà, j'ai juste montré ça. Glisser, déplacer. Donc, on tire juste. Vous tirez. Vous tirez d'un côté à un autre. Format cellule. C'est sur ça que je vais insister. Le format cellule, on va voir ça rapidement. Les différents formats qu'il y a et quels sont les avantages et quels sont les inconvénients lorsqu'on ne surveille pas le format des cellules. Si je vais rapidement, il faut m'arrêter. Il faut m'arrêter. Si vous avez des questions également, c'est le moment de m'arrêter également pour le dire. Je peux évoluer. Je peux évoluer. Allô, allô. Vous me recevez? Oui, on te reçoit. Bon, Oui, on te reçoit. ok. Parce que quand c'est trop silencieux là, c'est comme si je parle seul. Donc, format cellule, les bordures Comme nos micros encadrement. sont coupés, du coup, on met du Oui, oui, temps oui, à oui, ok, répondre. ok. Les bordures encadrement, on va parler tout ça. Et enfin, la mise en forme. Donc, nous allons voir tout ça rapidement. On ouvre notre fichier Excel. Nous avons parlé de copier-coller. Donc, copier, je fais copier. Quand je suis ici, je fais copier. Je clique droit, copier. J'ai le menu contextuel qui se déroule comme ça. Je fais copier. Maintenant, je vais quelque part ici et je colle là. Qu'est-ce que je remarque? Au lieu que 157 vienne, je vois 0. Quelque chose s'est passé. Si c'est en Word, normalement, ce que j'ai copié, je dois retrouver ça là-bas. Donc, quelque chose s'est passé. Oui. Donc, on va voir. Je retourne au niveau de ma cellule. Ici, 157. Je double-clique. Je vois que ça a pris, en fait, trois choses. D14, D15, D16. Ce qui veut dire que l'attribut Oui. réel de la cellule, c'est D14, D15 et D16. L'attribut réel. Donc, en réalité, si si je dois voir une information correspondante, je dois voir également les mêmes choses de l'autre côté. Je viens cliquer. Effectivement, ça a pris les mêmes choses. Donc, l'attribut réel, c'est copier. Donc, quand je fais copier dans Excel, ça prend l'attribut et non la Attribut. valeur.
La valeur. OK. Donc, ce qui s'est passé, c'est simple. Ça a pris l'attribut et non la valeur. Donc, je vais maintenant voir une autre forme de copie. Je recopie encore la même chose et je fais maintenant clic collage spécial. Je pourrais prendre ce terme raccourci, mais je prends le collage spécial pour vous montrer les différentes formes de collage. Donc, comme vous allez le constater, coller chez Excel, c'est plusieurs langues. Bon, si je peux m'exprimer ainsi, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, lui, quand on dit coller, il vous demande, vous voulez tout coller, ou bien vous voulez coller la formule, ou bien vous voulez coller la valeur, ou bien vous voulez coller le format, ou bien vous voulez coller le commentaire, ainsi de suite. Donc, avec des conditions. Est-ce que vous voulez coller tout avec la mise en forme, ainsi de suite. Donc, très souvent, nous ne nous attardons pas sur ces différents modes, alors que Excel, lui, est bien précis à chaque action. Donc, moi, je veux renvoyer 157, je veux voir 157. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, renvoie-moi la valeur, c'est-à-dire l'image que ta cellule contient. Donc, je coche valeur et je fais OK. Et quand je fais comme ça, effectivement, je vois mes 157 et non l'attribut. Donc, il y a une différence entre coller et coller. Il y a une différence entre coller et coller. Donc, coller soit l'attribut, coller soit la valeur. Donc, voilà cette précision. L'avantage de cette fonction, c'est que si je n'avais pas fait le total de 150 de ces informations, je supprime. Lorsque ça me prend l'attribut comme ça, ce qui veut dire que ça recopie le comportement de la cellule. Depuis, ça recopie l'historique que la cellule a et ça renvoie ailleurs. Donc, l'historique du premier, c'est ça, 34 plus 35 plus 58. 65 plus 58. Donc, quand il dit copier, il m'a recopié, il m'a pris l'historique de cette cellule par rapport aux autres. Donc, quand j'ai envoyé ça ailleurs, il m'a ramené les mêmes comportements. Donc, je peux choisir de dupliquer ce comportement dans la colonne E et dans la colonne F. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais copier et je dis coller simplement. Donc, ça, c'est que ça n'est pas venu, mais ça m'a ramené 150. Donc, ça a recopié le comportement. C'est-à-dire, ça a pris l'attribut de la cellule par rapport à ce que la colonne E a donné. Même chose, si je veux le ramener également ici, il va me recopier, me ramener la tribu et me calcule ça. Donc, j'ai fait une valeur ici. Donc, je fais copier et je fais clic droit, formule. En fait, quand je fais formule, c'est comme si je lui dis, mets l'attribut, renvoie-moi l'attribut. Donc, ça me ramène la formule. Et la formule, c'est quoi? Faire F14 plus F15 plus F16. C'est ça que ça a fait. Autre façon de procéder pour cette fonctionnalité de Excel, je peux juste tirer. On appelle ça incrémenter. Donc, il y a plusieurs formes de tirer. Je peux tirer et ça va déplacer la cellule. Comme je peux tirer et ça va reproduire l'attribut. Lorsque, en voulant tirer, c'est ce plus qui vient, là, je déplace. Vous voyez, là, j'ai déplacé. Rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Mais lorsque je veux tirer, et c'est ce plus-là qui vient, vous voyez, il y a une différence entre ce plus et ce plus. Lorsque je veux tirer et ce plus-là apparaît, là, je parle de incrémenter et ça me ramène l'attribut. Il y a ce plus-là qui permet de sélectionner. Donc, vous cliquez dedans et vous tirez, mais rien ne se passe. Ça sélectionne juste. C'est ça, la sélection. Deuxième chose, le format cellule. Le format cellule, c'est ça qui nous permet de définir quel sera ce que la cellule peut comporter ou pas. Comment la cellule va afficher son attribut. J'ai répertorié deux types d'informations. Il y a l'attribut date, l'attribut monétaire et l'attribut, bon, ça c'est l'attribut nombre. Donc, on va faire un exemple sur l'attribut, ces deux attributs. Je prends Baké et je prends Toto. Baké, par exemple, a donné l'attribut date à sa cellule.
D'accord? Et pour donner l'attribut, il faut aller choisir ça dans le menu contextuel. Aller dans le format. Soit je passe par le row ici, vous voyez, et je lui donne l'attribut directement. Soit je peux faire clic droit et je vais dans format cellule et je lui donne également l'attribut directement. Voilà les différents formats de cellules. Donc, Baquet, lui, elle veut donner l'attribut date. Donc, je mets date et je valide OK. Donc, Baquet, lui, a de l'attribut date. Toto vient et vient mettre un montant. Dit bon, je vais renseigner 50 000 dans la cellule de Baquet. Je vais colorer ça. Donc, Toto vient, il met 50 000. Alors que Baquet a bien spécifié que ce sont des dates qui doivent rester là. Qu'est-ce qui va se passer? 50 000. Il valide. On remarque que Toto met 50 000, mais Baquet voit sa date toujours. Parce que Baquet, avant de partir, lui a dit, ici, c'est une date qui doit rester là. Contrairement, bien, paradoxalement, Toto, lui, il met une attribut de nombre. Je reprends le processus et il dit, chez moi, ce sont des nombres que je vais mettre. Donc, il met nombre. Baquet, oui, comme Baquet, elle est amoureuse des dates, elle met sa date, elle met peut-être le 23 mars 03 2021. Il valide et reçoit des nombres. C'est pas, vous allez comprendre que, en fait, chaque cellule, lorsqu'on donne une fonction à chaque cellule, ce n'est pas l'image qu'on veut lui donner que la cellule considère. La cellule considère son attribut, en fait. La cellule considère ce qu'on lui a affecté à la souche. Donc, vous allez rencontrer beaucoup de personnes qui, au départ, peut-être avaient des dates, mais par fausse manipulation, se retrouvent dans des tableaux ou bien dans des fichiers où il n'y a que des nombres. C'est parce que dès le départ, l'attribut de la cellule était défini comme nombre et non date. Pareil pour Baki où elle voulait mettre renseigner, Toto voulait lui renseigner un montant et elle a reçu une date. Donc, voilà une différence entre avoir une cellule qui est dans un format précis et une cellule qui est dans un autre format. Idem, si j'avais mis date et heure pour Toto, quand je choisis date et heure, ça me met à un format date et heure, malgré que ce qui était là, c'était date dès le départ. Donc, Excel ne comprend pas ce que vous lui mettez. En fait, si dès le départ, vous lui avez donné une, une indication, une forme d'attribut, vous dites que bon, là, je veux date. Mais si vous mettez, vous le configurez comme nombre, il va vous renvoyer nombre malgré que c'est la date que vous avez insérée. Autre type de format monétaire. Je ne sais pas si vous avez rencontré plusieurs fois déjà, lorsque vous essayez de mettre un montant par exemple, vous devez un montant, ça vous met systématiquement euro. Euro. Je mets ça en monnaie, euro. Je vais dans euro, monétaire, voilà. Comptabilité, déjà une comptabilité. Pour les comptables, si vous arrive d'avoir des fichiers comme ça, où c'est plutôt euro, ou bien parce que vous n'arrivez pas à mettre votre monnaie locale, donc vous êtes obligé de laisser ça au format euro. Sachez que c'est simplement parce que vous n'avez pas compris que Excel pouvait accepter aussi votre symbole monétaire. On va, on va s'amuser à changer. Je prends par exemple le tableau, ce tableau de comptable. Il a fait son tableau. Maintenant, comme lui, il utilise du CFA, il voit qu'ici, lorsqu'il configure directement ça, je mets ça en blanc. Non, qu'est-ce que je fais? On va un concours. Lorsque il essaie de mettre ça en mettre un symbole monétaire, c'est euro qui vient. Alors que
c'est pas l'euro. Donc, peut-être, lui, il manipule du dollar, ou bien il manipule du CFA. On va l'aider à renvoyer ça en CFA. Et pour ce faire, soit je peux sélectionner une cellule après, je duplique partout, ou bien je sélectionne déjà le tout. Je vais dans le format, je vais chercher l'attribut de la cellule qui est par défaut l'attribut monétaire en euros. Donc, je vais quitter l'attribut monétaire en euros et je vais mettre l'attribut que je veux. Je vais lui donner un autre attribut. Donc, je vais dans personnaliser. Je regarde. Quand je regarde, je vois que euro qui est là, euro qui est mis. Je vais dans monétaire. Euro qui est mis. Voilà comment euro s'affiche. Je vais dans personnaliser. Je recherche euro. Quand je recherche euro, voilà, euro, voilà, il y a dollar. Bon, c'est moi qui ai mis dollar. Après, on va faire ça. Je recherche, voilà l'attribut qui a donné euro quelque part dans la liste. Donc, vous voyez déjà des euros partout, euro, 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 euro. Donc, je vais, pour recopier, en fait, je vais chercher une attribut de Excel où il y a euro. Par exemple, je prends ceci, il y a euro là. Donc, comment ils ont composé l'euro? Ils ont utilisé, voilà, leur codage. Donc, je vais juste recopier bêtement ce qu'ils ont mis. D'accord? Ils ont allié des dièses et 3 zéros. Donc, je recule bêtement et je définis également mon codage. Donc, je vais prendre un codage qui n'a pas de devise. Donc, je vais chercher, je vois ce codage-là qui n'a pas de devise. Par exemple, 00, il n'y a pas de devise. Donc, je vais ajouter moi mon codage. Si c'est l'euro, si c'est le CFA ou bien c'est le dollar, je viens là et je mets les griffes. Donc, pour le faire, je viens là, j'appuie griffes, les griffes, et les griffes qui sont sous 3. Il y a des griffes sous 3, je mets les griffes, je mets un espace et je mets franc CFA. Franc CFA, je remets mes griffes. Quand je mets mes griffes, qu'est-ce qui se passe? Je vois que ça a pris l'attribut franc CFA. Je vais valider pour voir ce qui va se passer. Automatiquement, j'ai mon tableau en franc CFA. Donc, en tant que comptable, j'ai la possibilité de contextualiser, moi, mon tableau monétaire, si éventuellement c'est requis, dans la monnaie que je désire. Je peux également changer, hein. Je peux mettre, au lieu de franc CFA, je peux mettre également, euh, j'avais mis franc CFA, donc ça doit être en bas, voilà. Je vais mettre dollar, USD, voilà, et j'ai ça en USD. Donc, c'est pas parce que Excel me propose euro que je dois forcément utiliser euro. Je peux bel et bien changer et mettre ce que je veux. Donc, voilà un peu l'avantage des attributs et des formats Excel. On va passer à la section suivante. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va jusque-là. OK. Donc, ok. Donc je reviens sur la présentation. Voilà, voilà, mettre sur le tableau, donc mise à fond conditionnel, on va en parler de ça. Donc voilà, j'ai mon tableau, je veux maintenant lui donner une forme beaucoup plus jolie, attrayante, je déplace un peu, glisser, déplacer, donc je peux glisser ce plus là, je déplace, voilà, et je fais quoi? Je vais dans mise en forme conditionnelle, mise en forme tableau, dans le groupe style, donc il y a plusieurs formes. Ici c'est pour lui donner des conditions, quand je n'ai pas de conditions à lui donner, je veux juste mettre ça beaucoup plus joli. Donc, je viens ici, je choisis un format qui me plaît. Bon, je prends un truc par hasard, au hasard, je prends ça. Il me demande si j'ai d'en-tête. Oui, j'ai une en-tête parce qu'il y a éléments, janvier, février. Donc, je dis oui, j'ai d'en-tête. Je fais OK. Donc, lui aussi, il choisit de me mettre mon tableau en forme. C'est plus joli. Je peux exporter ça dans Word et continuer à faire mon rapport. Si ceci c'est noir, je peux changer encore cette mise en forme et lui donner la couleur peut-être blanche. Voilà, voilà, jaune ou rouge. Donc, je peux personnaliser mon tableau. Donc, voilà un peu le rôle des formats. OK, on revient.
Maintenant, la troisième section. Là, nous allons aborder le volet trier. Trier, voilà, pour trier, sélectionner la série dans la colonne, faire l'objet qui fait l'objet de tri dans le groupe trier, ainsi de suite. Donc voilà comment ça se passe. Ensuite, on va faire l'application tout à l'heure. Ensuite, nous allons apprendre à filtrer. Filtrer comment les filtres se passent. Sélectionner et groupe trier, filtrer dans l'onglet données. Bon, on va voir tout ça. Ensuite, nous allons voir comment extraire une information. L'extraction, en fait, permet d'avoir une valeur unique. Si vous avez un tableau où il y a beaucoup de doublons et vous voulez voir réellement ce qui, là où ça est, l'information unique dans chaque partie de votre document, l'extraction peut vous aider, peut vous aider. Donc, on va voir comment ça se passe également. Je vais expliquer ça un peu ici. Ensuite, le tableau croisé dynamique qui résume toutes les autres fonctions. Et le tableau croisé dynamique, vraiment, c'est l'outil le plus recherché. C'est ça qui amène beaucoup de personnes vers Excel. Ça résume à elle seule plusieurs fonctions à la fois et ça nous permet d'avoir de jolis tableaux, de jolies illustrations. Donc, ouvrez, insérez, donc on va voir rapidement tout ça. Et par contre, le TCD, bien que on lui donne le caractère de dynamique, le TCD ne peut pas fonctionner sans base de données, sans information. Si vous n'avez pas une grande base de données, vous n'allez pas voir l'importance d'un tableau croisé dynamique. Le TCD n'est pas modifiable. On peut rendre ça dynamique, on peut dynamiser en modifiant, en changeant la position des champs, mais vous ne pouvez pas modifier des informations dans des cellules. Lorsque vous changez d'écraser un chiffre dans la cellule, c'est que vous cassez le lien entre les résultats du TCD et la base de données. Si vous voulez modifier une information dans votre tableau croisé dynamique, c'est mieux de retourner dans la base de données et non dans le résultat TCD. Et enfin, on réalise un TCD par rapport à la question auquel on veut répondre. C'est pas parce que TCD est génial qu'on peut manipuler, non. Il faut forcément une logique derrière pour réaliser un tableau croisé dynamique. Donc, on va parcourir rapidement cette section. J'ouvre le fichier. Donc, je vais d'abord dans le 3. Trier et filtrer les vendeurs par ordre alphabétique. Donc, pour trier tout à l'heure, on a dit qu'il fallait aller dans données. Déjà, dans accueil, on a également trier, filtrer. Mais nous pouvons aller dans données. Puisqu'il s'agit de données, nous allons dans données. Et voilà, trier, filtrer. Lorsque je prends le premier, c'est que je veux le trier de A à Z. Le premier me permet de trier de A à Z. Ce qui veut dire que lorsque je prends par exemple le produit, je veux trier. Bon, on dit trier les vendeurs par ordre alphabétique. Bon, d'accord, je prends le vendeur. Je le trie par ordre alphabétique. Déjà, c'est un long tableau. Donc, est-ce que je vais tirer jusqu'en bas? Non. Excel me permet d'aller plus vite en utilisant les touches de raccourci. Et pour aller plus vite, on va utiliser 3 touches ensemble pour quitter Jules et aller directement en bas. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la touche CTRL, CTRL. On va utiliser la touche SHIFT, S, H, I, F, E. Et ensuite, on va utiliser une touche de direction vers le bas, puisque nous allons vers le bas. Touche de direction, vers le bas. Donc, on va composer ces 3 photos. Je me mets sur Jules. Si vous pouvez l'appliquer, vous allez voir, ce serait bien. Donc, j'appuie sur CTRL, j'appuie sur SHIFT et j'appuie la touche vers le bas. Ça me renvoie directement à la cellule, à la fin. Si je découvre que c'est la fin. Donc, directement, je vais en bas. Donc, si éventuellement vous aviez mis l'information, vous n'aurez pas incrémenté pendant 10 minutes. Non, non, non. Il suffit de faire
CTRL, SHIFT, touche de direction vers le bas. Si c'est en largeur également que c'est étendu, au lieu de vers le bas, ce sera vers la gauche. Si c'est du bas vers le haut, même chose. Donc, voilà l'avantage de ces touches de direction. Donc, on va l'appliquer directement ici. Donc, je mets CTRL, SHIFT, bas, je sélectionne tout. Maintenant, je vais maintenant dans Trier. Je clique. Là, il me demande est-ce que je veux étendre la sélection ou bien je veux continuer avec la sélection en cours. Là, il faut beaucoup faire attention lorsque vous voulez trier une information. Surtout si vous n'êtes pas encore dans la gestion des listes. La gestion des listes, avec la gestion des listes, ça vous oblige déjà à activer les opérateurs de filtre en haut. C'est plus facile pour vous de le faire. Mais si vous n'êtes pas encore à ce niveau, je vais vous expliquer, je vais vous préciser tout ça déjà. Cette question est très importante parce que lorsque je dis non, qu'est-ce qui va se passer? Si je dis non, je fais non, continue avec la sélection en cours. Je prends ce qui est en bas. Il va simplement ordonner les informations qui sont dans la colonne vendeur. C'est-à-dire, il va ordonner Jules Renard jusqu'en bas, indépendamment du produit, région, année et du montant. Ce qui signifie que l'information recueillie en 97 dans la région du Sud par produit devient faux. Pourquoi? Parce que j'aurais interverti les informations et ce sera plus Jules. Par exemple, je dis, OK, je continue seulement avec cette colonne indépendamment des zones, je fais trier. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que tout ceci c'est classé par ordre. Jules, c'est-à-dire, apparemment c'est Jean, c'est J qui est devant, mais le reste est resté intact. Ce qui veut dire que, en réalité, l'information est fausse parce que c'était pas Joubert qui en 97 a fait peut-être un chiffre d'affaires de 85 000 en matériel. C'était pas lui. Mais ça me montre, ça me fait ce fit-là. Donc, j'ai faussé ma base de données complètement. J'ai faussé sans le savoir. Donc, tout ce que j'aurais à faire par la suite là sera faux. Donc, pour éviter ce genre d'erreur, lorsque vous voulez faire votre tri dans une colonne, c'est mieux de prendre, d'étendre la sélection à tout. Donc, lorsque vous acceptez étendre la sélection, non seulement il classe, mais en même temps, il met à jour les données par rapport au format, au classement. Donc, je fais OK, j'étends les données. Vous voyez, donc, il met à jour les données. Il y avait 86 000, maintenant j'ai 100 000 en haut. Donc, il a mis à jour les informations automatiquement. C'est ça l'avantage. Autre possibilité, j'aurais pu utiliser directement tout le tableau, c'est-à-dire, je prends ça, je vais en bas, voilà, et je dis maintenant que je vais trier, ici c'est des chiffres, voilà, je vais trier des chiffres, là-bas je vais trier des lettres, la même chose. Donc, le A à Z est valable encore pour ceci, pour les chiffres comme pour les lettres. Donc, A à Z, c'est trier en ordre croissant et Z à A en ordre décroissant. Donc, c'est pareil. Et pour le faire, il faut également accepter d'étendre le filtre partout. Donc, c'est la même chose. Filtrer par année et par produit. Donc, pour filtrer maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais activer les opérateurs de filtre. Donc, je sélectionne mes en-têtes et j'active l'opérateur de filtre comme ça. Donc, quand j'active ça, je vois ces boutons qui apparaissent. Et ce sont ces boutons qui me permettent en fait de faire des filtres en cascade. Donc, on me dit par année et par produit. Donc, ça fait deux clés. Donc, on parle de filtre en cascade. Donc, par année. Donc, je prends par exemple l'année 99. Je sélectionne tout, je coche l'année 99. Je valide. Maintenant, par produit, je choisis le produit. Je fais sur le produit. Je prends le produit formation pour voir. Voilà. Donc, j'ai réduit toute la grande base de données à juste peut-être que je voulais avoir
le chiffre d'affaires de formation en 99. Donc, rapidement, j'ai ce résultat-là en 2 clics. Donc, voilà l'avantage des filtres. Maintenant, nous allons aborder notre ami tableau croisé dynamique qui, quant à lui, reprend également les mêmes formats. Mais cette fois-ci, c'est chez un vendeur de vin. Donc, l'exercice dit quoi? Je vais agrandir un peu. Aïe, voilà. L'exercice dit un négociant en vin a regroupé dans une liste le chiffre d'affaires réalisé par mois, par région et par appellation sur ses ventes de vin. Il vous demande de construire ci-dessus les tableaux de statistiques suivants. Premier tableau. Faire le chiffre d'affaires par appellation de ces vins et par région. Deuxième tableau. Le chiffre d'affaires par mois, par région et pour chaque appellation. Et troisième, de modifier le premier tableau obtenu pour représenter le pourcentage des ventes de chaque appellation. Donc, est-ce que, a priori, je peux détecter déjà les manipulations que je peux faire là? Non. Si je dois me mettre à, déjà, le tableau est très long, donc je ne peux pas me mettre à vérifier les régions. Commencez par classer les régions. Comme je l'ai dit, le tableau croisé dynamique résume en fait tout ce qu'on a vu depuis le début jusqu'ici. Moi, que ce soit moi, classe région, on aurait pu faire par filtre également pour obtenir les mêmes choses, mais on n'aura pas un tableau, on aura toujours la base de données, mais cette fois-ci réduit avec l'information qu'on a demandé, et ce ne sera pas fiable parce que lui veut les chiffres d'affaires par appellation et par région. Donc, même si on utilisait les filtres, on n'aurait pas pu obtenir le résultat qu'on souhaite. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons demander à Excel de nous générer le tableau croisé dynamique qui découle de là. Et dans notre PowerPoint, dans notre présentation, on a dit pour faire le tableau croisé dynamique, il fallait aller dans Insertion, tableau croisé dynamique. Donc, c'est exactement ça que nous allons effectuer. Insertion. Donc, soit je peux cliquer sur une cellule du tableau pour lancer. Excel détecte automatiquement. Vous voyez, il y a des contours. Ça détecte automatiquement. Si je ne suis pas sûr que Excel prenne toute la portion du plage, je peux cliquer, je peux aller entre le A et le 1 et mettre mon curseur au milieu. Là, il prend en compte toute la feuille, toute la feuille, toute la feuille. Et là, je vais dans Insertion, tableau croisé dynamique, et quand on va remarquer encore, il reprend exactement là où il y a les données. Donc, c'est comme une intelligence artificielle en miniature qui se développe là. Donc, il dit quoi? Je vais faire TCD de A, TCD de tableau de A à D. C'est-à-dire, comme j'ai tout sélectionné, il a réduit le champ A, D. C'est-à-dire, colonne A. Il a bloqué la colonne A à la colonne D. Avant, quand j'avais juste sélectionné comme ceci et j'ai envoyé, il m'a clairement délimité A1 à D 145. C'est-à-dire, il a commencé A1, A1, colonne A, ligne 1, à colonne D, ligne 145. Donc, il a délimité. Le bouton me demande si je veux utiliser une source différente. Non, ma seule source ici, c'est ce tableau-là. Donc, c'est bel et bien cette plage-là. Il me demande si je veux envoyer les résultats de mon tableau ailleurs ou bien dans cette feuille de calcul. C'est-à-dire, j'aurai la base de données à côté et j'aurai encore le résultat à côté. Ce qui est très risqué et très dangereux parce qu'au fur et à mesure que vous manipulez les données, ça risque de déranger la base de données. C'est conseillé d'envoyer le tableau ailleurs. Donc, on va dire dans une nouvelle feuille de calcul. Donc, je vais cocher OK.
Donc, il me crée la feuille 1. Donc, que je vais nommer résultat RLC TCD. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Je vois un petit cadran qui m'annonce le tableau croisé dynamique. Je clique sur le cadran, je vois les champs de mon tableau croisé dynamique. Je vois le mois, je vois les régions, je vois l'appellation et je vois le chiffre d'affaires. Donc, ces quatre champs-là me rappellent les en-têtes de mon fichier de départ de ma base de données. Ce qui veut dire que dans chaque en-tête, en fait, chaque en-tête peut représenter une série d'informations, une série de statistiques qu'on va pouvoir manipuler maintenant. Donc, je vais en bas, je vois une case qui parle des filtres, une case qui parle des colonnes, une case qui parle des lignes, une case qui parle des valeurs. La case filtre, c'est la case qui permet de, de filtrer, excusez-moi l'autologie, mais d'aller de séquence par séquence ou bien modalité par modalité. C'est-à-dire, la case filtre ne nous permet pas de voir de façon, de voir en plan toutes les modalités, le détail de chaque modalité. Donc, lui, il nous impose d'aller modalité par modalité. Le champ colonne, lui, nous permet de lire les données en colonne. Lui, il étale les données sur une ligne et recense les valeurs en colonne, comme on a vu tout à l'heure. Le champ en ligne, lui, il étale les données en ligne et on peut le lire par rapport aux colonnes qu'on a définies plus haut. Et la valeur, c'est la partie qui prend les données quantifiables. C'est-à-dire, c'est là où on compte, c'est là où on met tout ce qui est chiffré. C'est là où on calcule les pourcentages, on calcule les soustractions, on calcule tout ce qu'il y a comme ratio. C'est à ce niveau qu'on le fait. Notre exercice nous demande de sortir le chiffre d'affaires par appellation et par région. Quand je lis, je projette un tableau où je dois voir le chiffre d'affaires, je dois voir l'appellation, je dois voir également la région. Ça fait trois informations que mon tableau doit intégrer. Donc, je commence par le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est une valeur. Donc, je vais ramener ça ici. Donc, automatiquement, je vois que il m'a donné la somme du chiffre d'affaires total. En même temps, il y a quelqu'un qui a un problème de connexion. Vous pouvez envoyer des questions dans le chat. S'il y a des questions dedans, je peux revenir sur ça. Vous pouvez envoyer des questions dans le chat pour que je puisse m'arrêter et intervenir. Donc, je ramène le chiffre d'affaires ici. La région, je ramène la région, peut-être en ligne ou en colonne. Donc, ce que je fais, je glisse simplement. Hein. Je peux juste cocher. Mais si je coche, par défaut, ça va tous envoyer les informations dans la ligne. Donc, pour éviter que ça vienne directement dans la ligne, je glisse. Je mets appellation, je glisse appellation en ligne. Je glisse région en colonne. Donc, j'obtiens en même temps une répartition rapide de l'information du tableau en chiffre d'affaires par appellation et par région. Donc, je peux aller loin, je peux nommer ma chose parce que je peux juste changer les entêtes, mais pas changer les données, c'est pas possible, je ne peux pas changer les données. Donc, j'essaie là, sans refuse, comme je l'avais dit, sans refuse automatiquement. Mais par contre, je peux changer les entêtes. Donc, ici, étiquette de ligne, c'est plutôt l'heure et l'éjaculation. Ici, étiquette de colonne, c'est plutôt les régions. Voilà. Donc, je peux repréciser les choses. Somme chiffre d'affaires, bon, je peux le supprimer, je n'ai pas besoin de ça. Ah, il a refusé aussi, donc je ne peux rien faire. Donc, je ne peux que changer les noms des étiquettes, donc, comme je l'ai dit. Donc, voilà un peu la question que m'a posée Eva, ce que j'ai obtenu. Le chiffre d'affaires, par contre, on sait que le chiffre d'affaires, c'est c'est une monnaie, c'est monétaire. Donc, je ne peux pas le laisser comme ça.
comme j'ai déjà appris comment nommer, comment remplacer ma monnaie, je vais voir si tableau croisé dynamique peut accepter la monnaie que je lui ai configurée. Donc, je vais sélectionner le chiffre d'affaires, je vais sélectionner la partie des données, voilà, et je vais dans le format cellule qui se retrouve là. Je vais dans personnaliser, je vais voir si mes CFA sont là. Oui, voilà, j'avais configuré le CFA, il est toujours là. Donc, je clique, je valide. Et effectivement, il a accepté mes informations. Donc, je peux bel et bien ajouter des attributs au tableau croisé dynamique. Tableau croisé dynamique. Nous allons répondre maintenant à notre deuxième question. Le chiffre d'affaires par mois, par région, pour chaque appellation. Donc, ça implique maintenant ça implique les quatre questions, les quatre variables. Donc, je retourne dans mes résultats. Bon, je les laisse là d'abord. Je vais prendre un autre tableau. Donc, pour reproduire le tableau, donc je peux reprendre la même opération, hein. Mais cette fois-ci, comme la base de données n'est pas là-bas, je peux compléter le tableau encore de l'autre côté. Donc, je reprends là, je fais l'insertion, tableau croisé dynamique. Il me dit oui. Nouvelle feuille de calcul, il dit non. Parce que maintenant, j'ai déjà une feuille de calcul qui prend en compte mes tableaux. Donc, je dis non, je veux une feuille de calcul qui existe déjà. J'ai une qui existe déjà. Donc, je coche et il me dit c'est où emplacement. Donc, je clique là et je vais lui montrer son emplacement là où il doit rester. Donc, je lui dis il reste là et je valide. Lorsque je valide, il enregistre automatiquement, oui, que c'est dans la feuille résultat TCD, dans l'emplacement A16. C'est ça, A16. Donc, il me dit, oui, c'est bel et bien là. Il me dit, OK. Donc, il me crée encore un autre champ de tableau croisé dynamique. Et là, je fais maintenant ce qu'on m'a demandé. On me dit de réaliser chiffre d'affaires par mois, par région, pour chaque appellation. Chiffre d'affaires, je sais déjà que le chiffre d'affaires, c'est un chiffre, donc systématiquement, je l'envoie dans les valeurs. Maintenant, on me dit par mois, par région et par appellation. Ça fait trois informations. Comment je dois organiser ça? Chiffre d'affaires par mois. Le mois vient en première position, donc je mets le mois d'abord en première position. Par région, donc je mets la région en colonne. Par appellation encore, donc soit je mets l'appellation en colonne, mais si je mets l'appellation en colonne, ça risque d'étendre mon tableau inutilement, ce qui n'est pas pertinent. Ce n'est pas la peine d'avoir un tableau où lors de l'impression, ça va vous prendre 50 feuillets. Donc, je ramène ça pour voir ce que ça donne. Et voilà, j'ai un tableau qui peut rester sur une page en portrait. C'est un peu plus agréable à lire et plus acceptable. Donc, voilà un peu comment le tableau croisé dynamique peut se comporter lorsque nous arrivons à bien l'appréhender. Nous constatons qu'en haut, il y a des dièses qui s'affichent. Ça ne veut pas dire que c'est un virus qui a attaqué. C'est simplement parce que les cellules, lorsque je mettais ma chose à jour, mon tableau à jour, ça réduit les colonnes. Donc, il suffit que j'agrandisse un peu à petit mes colonnes et tout revient normalement. Maintenant, je vois que mon tableau est long. Maintenant, je veux présenter un rapport mensuel. Est-ce que c'est pertinent de présenter ce rapport avec tous les mois en même temps ou bien c'est plus pertinent pour moi de présenter le rapport par mois au fur et à mesure que j'avance. Donc, pour le réaliser, soit je veux juste changer la position de l'appellation. Je dis, bon, toi, je te mets en haut, je glisse ça un peu en haut du mois et je lâche. Qu'est-ce que je vois? Je vois que les 20, je mets maintenant les statistiques, mais cette fois-ci, par appellation et sur toute l'année. Bon, et sur les 6 mois. Par appellation et sur les 6 mois. Donc, j'ai Alsace en janvier a fait tel chiffre d'affaires dans le nord-ouest. En février, a fait tel chiffre d'affaires, ainsi de suite. Donc, je les ai, ainsi de suite. Mais j'ai toujours mon long tableau, ce qui n'est pas toujours pertinent pour moi. Donc, qu'est-ce que je fais?
je vais renvoyer le mois. Comme le mois a 6 modalités, j'aurais pu renvoyer aussi les appellations, mais je vais essayer avec le mois. Je vais essayer avec le mois. J'envoie le mois. Donc, le mois se positionne en filtre en haut. Donc, je peux présenter mon rapport par mois, c'est-à-dire pour le mois de janvier, voilà le chiffre d'affaires. Pour le mois de février, voilà. Pour le mois de mars, voilà. Donc, ça se met à jour automatiquement. Je n'ai pas de calculatrice à côté pour voir. Donc, tout est géré automatiquement. Autre possibilité, je ne veux pas que ça soit le mois qui reste. Je veux maintenant faire voir ça par région. Et je vais voir sur les 6 mois, ce qui se passe. Donc, j'envoie, je glisse le mois dans la colonne et je ramène la région dans les filtres. Donc, cette fois-ci maintenant, j'ai mes chiffres d'affaires de 20 sur les 6 mois. Et maintenant, je peux facilement vérifier maintenant ce qui se passe dans chaque région. Ce qui se passe dans chaque région. Ainsi de suite, ainsi de suite. Pareil, je peux voir la région en ligne et voir l'appellation en filtre. Donc, j'ai les régions en ligne, j'ai les mois. Maintenant, pour chaque vin, pour le vin Bordeaux, comment ça évolue le chiffre d'affaires? Voilà. Pour le vin Alsace, comment ça évolue le chiffre d'affaires? Voilà. Ainsi de suite. Voilà comment on peut vraiment tirer profit. Donc, imaginez ceci sur plusieurs milliers de données. Comment ça vous génère les statistiques? On peut même aller plus loin. Je ne veux pas je ne veux pas que les gens se dérangent pour aller cliquer chaque fois. Non, c'est déjà trop. C'est déjà trop. Je veux juste faire en sorte que ça soit des boutons qu'on clique. Donc, je vais dire à Excel de me permettre d'aller créer des boutons. Donc, on appelle ça segment. On appelle ça segment. Donc, je vais insérer un segment. Donc, c'est ça, insérer un segment. Et il me dit, vous voulez quel segment? Soit je peux tirer le segment par mois, par région ou par appellation. On va faire un segment par... Bon, on va prendre les 3 segments. Par mois, par région, par appellation. OK. Voilà, les segments sont là. Donc, les segments ressemblent à des boutons, en fait. Les segments ressemblent à des boutons. Vous allez voir ce qui va se passer. Si je choisis, par exemple, d'utiliser le segment mois, mon tableau est là. Je suppose que je n'avais même pas mis de filtre. Donc, j'ai toujours fait comme ceci. Non, je fais comme ceci. D'accord? Et je fais mon tableau de bord. Joli, joli, je ne suis pas présent. Et peut-être un collègue à moi veut utiliser ce tableau pour travailler, mais je ne suis pas là pour lui faire ces manipulations. Je prévois à côté pour lui des boutons. Et quand il vient sur ce fichier, il veut voir ce qui se passe en janvier. Il clique janvier, automatiquement, tout se génère sur janvier. OK. Il veut voir maintenant ce qui se passe dans le sud-ouest. Il clique sud-ouest. Voilà ce qui se passe dans le sud-ouest. Il veut voir, bon, ce qui se passe par rapport à un vin précis. Il clique sur ce Bordeaux et voilà ce qui se passe pour ce vin précis. Donc, il peut manipuler comme il veut pendant que je suis absent et il a ces informations. Donc, tout ce que je peux faire, c'est de lui faciliter la vie avec ces outils de tableau de croisée dynamique. Donc, pour tout sélectionner, je clique seulement, je ramène ça et donc, j'ai sur tout le mois, je sélectionne le tout ici. Parce que chaque fois que je fais, c'est comme si j'ai fait un filtre. Donc, je désactive le filtre. Lorsque je clique, je désactive le filtre et ça reprend le tout ensemble. Si je vais rapidement, il faut le dire, hein, s'il y a des éléments sur lesquels je dois revenir, n'hésitez pas à revenir et arrêter pour que je puisse revenir faire ça. Oui, Monsieur Carlos, Oui. est-ce que vous pouvez revenir sur ces colonnes-là? Là où vous avez mis mois, région, j'ai pas eu à suivre la manière dont vous avez fait pour les intégrer. OK, je reprends. Je supprime. Je supprime. Je supprime. J'arrête tout ce qu'il y a comme filtre là. J'active tout. J'active tout. Sélectionner tout.
sélectionner tout. Voilà, je crois que tout est désactivé. Voilà. Donc, je disais que je suppose que je vais en congé. Je vais en congé, je suis dans l'administration, je vais en congé. Et je vais laisser du travail à un collègue. Je vais laisser l'intérim à mon collègue. C'est plus l'école, il ne s'en sort pas correctement dans les tableaux croisés dynamiques. Si moi j'étais là, j'allais peut-être faire des filtres en haut. Donc, à chaque fois, j'irai cliquer. Mais comme je sais qu'il peut se tromper et aller cliquer sur ce qui ne faut pas cliquer, je vais lui créer une facilité. Et c'est ça qu'on appelle les segments. D'accord? Donc, j'annule ceci et je vais simplement dans création, création pour vérifier si, bon, la création, c'est souvent pour donner la mise en forme. D'accord? Je vais dans création pour lui donner une jolie forme. Bon, jolie forme que, d'accord? Je vais en congé, je veux impressionner mon collègue. Voilà. Donc, je vais maintenant dans analyse. Analyse. Et dans analyse, dans le groupe filtré, puisque nous sommes toujours dans les j'ai dit que le tableau croisé dynamique intègre plusieurs filtres et plusieurs fonctions, dont les filtres. D'accord? Donc, je vais dans insérer segment. Insérer segment. Donc, je vais insérer segment. Donc, il me dit, tu veux insérer combien de segments? Soit je peux insérer un segment de mois, soit je peux insérer un segment de région, d'appellation. Chiffre d'affaires, ça fait beaucoup de données. Ça, c'est pas pertinent. On fait les segments pour les éléments qui ont des modalités, des éléments qu'on peut vraiment voir et des éléments sur lesquels on peut vraiment faire une analyse. Parce que on est bien sûr dans l'onglet analyse. Donc, je coche mes trois segments. OK, donc mes trois segments viennent maintenant. Et sur les segments, je peux même donner les mises en forme. Vous voyez, je rendre ça joli, tout ce que je peux pour vraiment améliorer l'ergonomie, l'expérience utilisateur. Donc, j'ai mes trois segments. Donc, je vais en congé, dire, bon, voilà, et monsieur X, si tu veux voir le chiffre d'affaires par région, il suffit de cliquer sur une des régions qui t'intéresse et tu as ton chiffre d'affaires. Si tu veux voir le chiffre d'affaires d'un vin, il suffit de cliquer sur un vin. Donc, je veux voir comment les vins ont évolué. Bon, je clique sur le vin. Donc, c'est comme si j'ai filtré le vin, mais cette fois-ci, je n'ai pas eu à faire des clics, tout. Non, j'ai juste cliqué sur un bouton. Donc, il clique sur juste le bouton et ça lui ramène un tableau simplifié qui lui relate les informations. S'il veut voir pour le vin de Loire, il clique simplement et ça se met à jour automatiquement. S'il veut voir pour le vin d'Alsace, ainsi de suite. Donc, c'est plus simple et pratique pour lui d'évoluer comme ça que d'aller cliquer. S'il veut tout sélectionner, il supprime juste le filtre. Donc, il clique sur le croix là. Voilà, et tout revient. Il peut procéder maintenant à un autre filtre. Janvier. Il voit ce qui s'est passé en janvier. Il veut voir ça juste dans une région. Bon, il veut voir dans le sud-est. Donc, ça lui donne le tableau du sud-est. Tout ceci, c'est dans le tableau croisé dynamique. Et je vous dis, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut voir dedans. Vous pouvez découvrir, surtout dans l'option avancée où je développe beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres aptitudes, d'autres fonctionnalités très simples, aisées à utiliser pour vous en sortir dans beaucoup de tâches. Donc, je m'en arrête là pour aujourd'hui. On va continuer et une autre fois, je vais prendre les questions. Attention, il reste une question. Il reste une question. Modifier le tableau 1 pour obtenir le pourcentage. Voilà. Le tableau 1 pour le pourcentage. Donc, le tableau 1, c'est ici. Le tableau 1, voilà le tableau 1. On veut voir les pourcentages. Donc, je sélectionne le tout. Donc, le tableau 1, c'est ça. Donc, je vais agrandir, agrandir, agrandir. Voilà. Donc, on dit qu'on veut les pourcentages. Donc, pour afficher les pourcentages, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ramener mes trucs ici. Je clique juste et pourcentage.
c'est un chiffre, c'est une valeur, en fait. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reviens simplement au niveau d'ici. J'ai dit que c'est là que tout se passe. Donc, je clique sur somme. Je vais dans paramètres des champs de données, de valeurs. Voilà. Et je lui dis, je veux des pourcentages. Donc, là, il me propose pour ce qui est produit, moyenne, tout. Donc, il y a tout dedans. Donc, je viens dans afficher les valeurs. Je dis, je veux le pourcentage. Je vais lire par rapport au pourcentage total de lignes. Donc, je coche ligne, je valide et j'ai le pourcentage. Donc, voilà, par exemple, pour interpréter, donc, dans la région du Nord-Est, le chiffre d'affaires du vin Alsace occupe, qu'est-ce que je dis, le chiffre d'affaires de Alsace, le chiffre d'affaires de Alsace, d'accord, dans la région du Nord-Est est de 17,85%. Dans la région de Nord-Ouest, son chiffre d'affaires est de 27,77%, ainsi de suite. Donc, selon que nous avons des pourcentages, ou bien en ligne ou en colonne, nous avons la possibilité d'interpréter selon notre guide. Ça dépend de notre objectif. Voilà pourquoi je dis que le tableau correct dynamique se fait par rapport à un objectif précis. Donc, si je ne veux pas lire de cette façon et je veux vraiment voir le chiffre d'affaires par rapport à la région, ce sera plutôt le pourcentage par la colonne. Le pourcentage par la colonne, c'est-à-dire je viens modifier ici et je lui dis c'est plutôt par la colonne. Au total, et pourcentage du total de la colonne, je fais OK. Donc, dans la région du Nord-Est, il y a les 100%. Et pour chaque 20, et pour chaque 20, j'ai le pourcentage de chiffre d'affaires dans la région. Donc, voilà un peu ce que j'ai à partager aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez activer vos micros, hein. Des questions, des questions? S'il y a des questions, Moi, j'ai pas de questions. Ça a été, enfin, c'est clair pour moi. D'accord, non. OK. Ok, donc, et comme je l'ai dit, c'est mieux d'aller pas à pas. J'étais allé rapidement pour l'autre formation et franchement, ils ont fui pratiquement. Ils ont trouvé que c'était trop compliqué, alors que c'était simple. C'est parce que je voulais aborder tout. Et dans le niveau 2, voilà, par exemple, dans le niveau 2, je compte vraiment aller dans l'automatisation. C'est-à-dire, vous pouvez concevoir, vous pouvez faire votre tableau sans pour autant dépendre de beaucoup de fonctions. C'est-à-dire, vous pouvez automatiser le graphique et même soumettre ça, déposer ça à quelqu'un et il pourra utiliser sans vous. Il y a des tableaux de bord. Bon, et là, c'est les macros précision. Donc, et faire les fonctions, on n'a pas encore vu les fonctions. Peut-être, et je vais vous communiquer le lien de la séance prochaine. On va voir d'abord les fonctions. Les fonctions, je crois que c'est les fonctions logiques. On va parcourir les fonctions logiques. Si, les fonctions NB. Et dans le niveau 2, et on ira en profondeur et autres. Donc, c'est vraiment pratique. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment clair pour tous. Est-ce que vous avez repris si lors de la reprise, il y a des questions, il y a des difficultés, n'hésitez pas à partager pour que je puisse suivre avec vous. S'il n'y en a pas, je vais voir si il est 26. Je vais voir si on peut aborder un petit point rapidement. Nous allons parler, nous étions sur le filtre, le format, on a vu les formats, on a vu ça, on a vu ça, on a vu le tableau dynamique. Les références, voilà, on va aborder les références.
En fait, la référence, quand on parle de référence, c'est les différentes formes de lecture qu'on peut avoir de Excel. Lorsqu'on appelle la cellule A1, A1, c'est la référence par défaut de Excel. C'est une référence relative. Voilà pourquoi quand on incrémente de A1 à A2, le 1 devient 2 en même temps. Quand on incrémente vers le bas, on a 2 directement. Quand on continue, on a 3, 4, 5, et ça évolue. Donc, c'est ça qu'on appelle référence. Donc, Excel nous propose 3 types de références. Donc, la référence absolue, où on peut fixer la ligne et la colonne, c'est-à-dire on ajoute un dollar pour le fixer. La référence relative, ni la ligne ou la colonne, c'est ce que Excel propose A1, B3, c'est-à-dire rien n'est fixé. La référence mixte, où la ligne ou la colonne est fixée. La ligne ou la colonne est fixée. Donc, par exemple, A2, la cellule n'est pas fixée. $A2, ça veut dire que la colonne A est fixée, mais la ligne 2 est variable. Lorsqu'on va incrémenter vers le bas, A ne va pas bouger, mais le 2 peut bouger. Le 2 peut aller à 3, 4, 5, 6, 7, 8, et ainsi de suite. $2, ça veut dire qu'on a fixé la ligne 2 et on a maintenu, on a laissé la colonne. Ça veut dire que la colonne peut varier, mais la ligne ne peut pas varier. Lorsque on fixe $A, $2, ni la cellule, ni la ligne, ni la colonne ne peut bouger. Un petit exemple. Un petit exercice ici également. Référence, voilà. J'ai un exercice, je remets ça au milieu. Il faut que ça soit centré. Donc, comprendre les références absolues. Donc, je veux par exemple que, ici, vous allez voir, j'ai déplacé, il y a, voilà. Ici, on veut multiplier cette colonne par ce nombre qui est figé en haut. Ici, on veut multiplier cette colonne par cette colonne. On va remarquer que pour le même le nombre, on a disposé différemment. Donc ici, ça prend beaucoup plus d'espace, alors qu'ici, c'est beaucoup plus petit et joli. Donc l'avantage ici, c'est que la référence relative, je peux juste faire égal ceci multiplié par ça, et je valide. Donc la référence relative me permet d'incrémenter facilement vers le bas et tout revient automatiquement. La référence, c'est quoi? Ça veut dire que, ouais, relative, ni la ligne, ni la colonne est fixée. Ça dit, ouf, dès que je descends, les choses changent. Ici, j'ai L13 fois K13. Lorsque je descends, j'ai quoi? L14 fois K14. Lorsque je descends, j'ai L15 fois K15. Donc, c'est une référence relative. Donc, ni la ligne, ni la colonne est fixée. Donc, tout évolue au fur et à mesure. Référence absolue. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Je vais faire la première opération. Je dis, le résultat, c'est ceci, égal à ceci, multiplié par ce qui est en haut. Donc, j'ai toujours le même résultat. Hein. Vous voyez, j'ai toujours fait 1 fois 5. 1 fois 5. Ici, j'ai toujours fait 1 fois 5. Là-bas, j'ai fait L13 fois K13. Ici, c'est P13 fois Q10. Ça dit que je vais aller chercher l'information totalement ailleurs. La référence absolue dit quoi? Si jamais je me comporte comme si j'étais en référence relative, je fausse mes calculs. Vous voyez, on va voir ce qui s'est passé. Lorsque je clique ici, c'est bon pour le premier, ça a pris ceci, c'est bon. Lorsque je clique, ça a pris quoi? Le 2 fois une seule vide, 0, ça dit qu'il n'y a rien là. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce qu'on a rien fixé. Il a voulu évoluer comme si on était en référence relative. Lorsque je poursuis, je vois qu'il descend encore. Au fur et à mesure que j'évolue, il descend en référence relative. Alors que ici, il y a une partie qui ne doit pas bouger.
Et cette partie, c'est le 5 qui ne doit pas bouger. C'est-à-dire, le deuxième rectangle rouge doit rester figé. Ça ne doit pas bouger pour permettre à ce que l'opération puisse se faire. Et pour empêcher que le 5 puisse bouger, je vais voir dans quelle position, dans quel sens il bouge. Il bouge du haut en bas. Le haut en bas, quelle est la fonction de Excel qui est mise en branle? Quelle est la caractéristique de la cellule qui est mise en branle? Lorsqu'il bouge de haut en bas, ce sont les lignes qui bougent de haut en bas. Donc, c'est la ligne qui doit être fixée. Et pour ça, je vais mettre le dollar devant la ligne. Donc, je reviens, je prends ma première opération qui est P13 par Q13. Donc, ce qui intéresse, c'est le Q13 qui est concerné. Donc, je vais mettre mon dollar devant le Q et devant la ligne. Ça fait 10. Donc, je mets le dollar là. Lorsque le dollar est positionné devant le 10, je valide. Je vais encore reprendre mon incrémentation pour voir ce qui va se passer. Quand je fais ça, c'est propre. Je vérifie ce qui s'est passé. Premièrement, le rouge est bloqué à 5. Le rouge est toujours bloqué au 5. Toujours bloqué au 5. Toujours bloqué au 5. Donc, j'ai bel et bien réussi mon tableau. Et voilà un peu ce qu'on peut comprendre des références absolues. Autre fonctionnalité qu'on peut voir rapidement. Est-ce qu'il y a des questions là? Il y a des questions? Alors, il y a des questions? Pas de questions? Donc, j'évolue. Oui, John Ross. Et active ton micro, s'il te plaît. Oui, je vous suis. Oui, active ton micro. Non, je pensais que tu avais des questions. Je pensais que vous avez des questions. S'il vous plaît, Oui, si je dois fixer, vous suivez? oui, je te suis, oui. Oui. Ça veut dire que si je dois fixer la colonne, normalement, je mets le dollar devant le Q. Exactement, c'est ça. Merci beaucoup. Mais je n'ai pas une raison de fixer la colonne ici, tu vois. Oui, oui, j'ai compris. Voilà, mais ici, j'ai une raison de fixer la ligne parce que c'est la ligne qui est Oui, variable. j'ai compris. C'est ça. Merci beaucoup. Ouais. Autre question? Allô, Oui, une j'ai question. une question. Oui, Oui. oui je me demandais, étant donné que c'est la ligne qu'on doit fixer, est-ce que c'est pas devant le P qu'on devait mettre le dollar? Le P. Le P, c'est quoi? C'est la colonne ou la ligne? Le P représente quoi? Une colonne et une ligne. Allô? Elle n'est plus là. Le P, non, je suis là, je suis. OK. Le P représente une colonne. Ce n'est pas la colonne qui est concernée Ah ici, c'est oui, plutôt la ligne. Et c'est la ligne qu'il faut fixer. ah oui, oui, je fais une confusion. Oui. OK, donc on va évoluer Merci. rapidement. On a encore quelques temps. On a encore du temps. Euh, si c'est clair, c'est bon alors. Bon, ça c'est les manipulations d'usage. On a déjà vu tout ça. Contrôle, supprimer. Bon, c'est manipulation d'usage. On peut passer. La fonction si. La fonction si. C'est aussi une fonction intéressante, important à comprendre. La fonction si, c'est une fonction qui permet de définir la valeur d'une cellule en fonction d'une ou plusieurs conditions. C'est-à-dire, si je suis dans une situation donnée,
quel résultat peut sortir de cette situation? Si je ne le suis pas, quel autre résultat peut sortir? Pour faire simple, on va faire un petit exercice ici. Déterminer le résultat d'un étudiant en fonction de sa moyenne. Si sa moyenne est inférieure à 10, il est ajourné. Si sa moyenne est supérieure à 10, il est admis. Donc, la syntaxe dit ceci. Si la condition, condition, la condition c'est quoi? Moyenne inférieure à 10. Au contraire, c'est ça la condition. Si condition, alors, telle situation se pose. Sinon, telle autre situation se pose. Donc, si cette condition se vérifie, voilà la situation qui va arriver. Sinon, c'est le contraire qui va arriver. Donc, c'est ça, c'est juste ce que la syntaxe signifie ça. Le résultat de la condition si vrai renvoie à la réponse vraie. Autrement, c'est la réponse fausse qui est envoyée. Application maintenant. Donc, j'ouvre mon fichier Excel. Voilà. Voilà mes moyennes. Et voilà les conditions. Bon, ici, la décision est différente, hein. Si c'est inférieur à 10, on a dit quoi? Bref, on va appliquer ce qu'on a dit dans l'exercice là-bas. Donc, la décision, on a dit que quoi? Si, je vais voir si je peux agrandir pour tout bien montrer. Voilà, oh là là, voilà. Donc, toujours, on commence par égal pour la fonction si, égal. Si, j'ouvre la parenthèse et je mets la condition. La condition m'a dit que le moyenne est inférieur à 10. C'est bien ça, c'est bien ce que l'exercice dit ça. Moyenne inférieure à 10 à journée, on va respecter ce que l'exercice a dit. Si moyenne, la moyenne c'est ici, donc on va prendre la moyenne. On prend la moyenne. Inférieure à 10, je mets 10. Alors, parce que voilà la réponse, voilà la formule qui est en bas. Si le test logique c'est ça, point virgule. Donc je mets point virgule. Point virgule. On m'a dit qu'il est ajourné. Comme ce sont des textes, je les mets entre guillemets, entre griffes. Donc je mets ajourné. Ajourné. Et je ferme les griffes. Maintenant, si cette condition est vérifiée, c'est-à-dire si le B, si la moyenne est inférieure à 10, la condition qui se vérifie. Maintenant, si ceci n'est pas vérifié, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il est admis. Donc, je remets le point virgule, je mets mes griffes et je mets admis. Je fais ma parenthèse. Je valide pour voir ce qui peut se passer. OK. Maintenant, je vais tirer vers le bas pour voir si ça va respecter. Voilà, je mets les ajournés en rouge. Voir si ça, la formule a marché. Les admis en jaune, en vert. Les ajournés en rouge. Admis en vert. Ainsi de suite. Je prends la journée. Condition. Inférieur à 10. Vérifier. Inférieur à 10. Vérifier. Inférieur à 10. Inférieur à 10. Inférieur à 10. Admis. Supérieur à 10. Supérieur à 10. Supérieur à 10. Supérieur à 10. Ainsi de suite. Question? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Et plus de questions. Donc, le deuxième volet va un peu plus loin et le temps qui nous reste. S'il vous plaît, il y a une question. Oui, une question, oui.
Oui, je peux aller. Là, vous avez fait la mise en forme en mettant les couleurs. Oui, On peut faire une mise en forme conditionnelle, non? oui, effectivement, oui. Oui, c'est une belle question. C'est-à-dire, si on met à journée, ça met au rouge. Si c'est Exactement, admis, ça met au vert. exactement, exactement. Là, on sélectionne simplement mise en forme conditionnelle par rapport à une règle. D'accord? Mais cette règle-là, on peut le définir soit par rapport au nombre, Oui. soit par rapport à un écrit. Tu vois, ici, c'est égal à égal à égal. Là. Je vais faire ça comme je vais tout sélectionner, de forme conditionnelle. Par rapport à, je choisis, Test qui contient un test. c'est en haut, qui contient, voilà. Donc voilà, qui contient, donc je mets ajouter, mais le cas ici, il faut bien écrire ça. Je mets admis. Je mets admis, il faut que ça soit exactement écrit de la même façon. Donc automatiquement, ça est sélectionné que j'ai bien écrit ça. Et je prends le coloriage que je veux. Je veux que ça soit rouge clair. Voilà. OK. Je reprends encore. Remplacer test qui contient. Cette fois-ci, c'est ajourner. Est-ce que ça a pris ajourner? Oui, ça a pris ajourner. Je prends le bordure jaune. Je prends du jaune foncé. Voilà. OK. Je peux aller encore plus loin dans cette mise en forme pour dire, bon, par rapport à cela, si c'est inférieur à 10, ça n'a qu'à me mettre au rouge. Si c'est inférieur à 10, ça n'a qu'à me donner, ça n'a qu'à me faire un signe, quoi. Voilà, une signalisation. Bon, par défaut, déjà, ça propose, hein, mais je peux personnaliser. Donc, vous voyez déjà, ça donne déjà les signaux. Danger, 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 danger. Donc, et c'est l'intelligence de Excel qui est en train de... Ouais, donc, tout est possible. Donc, même pour présenter vos données statistiques, vous pouvez même utiliser toutes ces fonctions-là, fonctionnalités-là. Ces fonctionnalités. Pour aller plus loin dans les camemberts et autres. Et voilà. Donc, vraiment, je ne vais pas trop vous garder et je vais vous envoyer le lien pour les deux dernières sessions, les graphiques et NOMSI. Oui, on peut voir NOMSI également. La dernière fonction NOMSI, j'explique rapidement. NBC, je mets ça, j'agrandis ça. Voilà. NBC, qu'est-ce que NBC me dit? Il me dit la syntaxe, la plage et le critère, c'est-à-dire calcule-moi, compte-moi, c'est plutôt compte-moi si il y a tel critère, c'est tout, dans cette plage. C'est ce que ça veut dire ça. Compte-moi le nombre d'enregistrements si dans la plage, là, tel critère est vérifié. Compte-moi le nombre d'enregistrements si dans la plage définie, tel critère est vérifié. C'est ce que ça veut dire simplement ça. Donc, la question ici, c'est quoi? Trouve-moi le nombre de commandes traitées par chaque représentant. Donc, voilà les représentants. Et voilà les commandes. Donc, à chaque commande correspond un représentant. Donc, c'est plus facile même. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser la syntaxe simplement. NBC, NB.si, point si. J'ouvre la parenthèse. D'accord? Il me demande la plage. C'est ma plage, ça. On a appris déjà à sélectionner les plages rapidement. Donc, je me mets en haut. CTRL SHIFT et fin. Voilà. Donc, j'ai sélectionné la plage. Maintenant, je reviens dans ma formule. Voilà. Plage C2 à C804. Imaginez un peu. Donc, si je devais compter un à un
Vous imaginez? Donc, cette fonction me permet de faire donc point virgule. Le critère, c'est quoi? C'est Davolio. Donc, je réécris exactement. Davolio, c'est un test dont je les mets en griffe. Davolio. Voilà, je valide. Donc, Davolio a passé 123 commandes dans la base de données. Davolio a passé 123 commandes dans la base de données. Je fais de même pour Fuller, même chose. Égale nd.chi. Donc, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne la plage. Bon, je connais déjà la plage, hein. Je vais rapidement copier ce qui est en haut. C'est le même principe, je copie ce qui est en haut. Puis je remplace simplement le critère par Fuller. Et automatiquement, j'ai la commande de Fuller aussi. Idem pour le verine, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà. Je vous invite à faire l'exercice, et s'il y a des difficultés, et je ne sais pas si vous êtes dans le groupe, n'hésitez pas à me les remonter. Si vous êtes dans le groupe, n'hésitez pas à me les remonter. Là, on pourra aller en profondeur. Et pour ceux qui désirent aller vraiment, et pour le niveau 2, c'est vraiment un suivi personnalisé. Ce suivi, c'est essentiellement pour contextualiser. Vous avez peut-être, vous êtes dans une situation, et vous êtes en ressources humaines, et vous avez besoin de concevoir des outils dans votre secteur, dans votre domaine. Le niveau 2, et vous aide à aller dedans. Donc, le niveau 2, c'est vraiment pour contextualiser. Ici, ce qu'on fait, c'est général. Ce que je fais, c'est beaucoup plus général. Et si vous êtes dans un secteur précis et vous voulez aller dans le niveau 2, c'est la fonction et la formation pour le niveau 2 est faite pour ça. Donc, je m'arrête à cette formation, je m'arrête à ce niveau. S'il y a des amis du Sénégal ici, vous pouvez contacter Jonas Malou. Jonas Malou, il est professeur à l'université là-bas. S'il y a des amis du Bénin, il y a Madame Ella Gouma également qui est là et qui est dans le forum, je crois. Vous pouvez également les contacter. Et pour toute autre préoccupation. Donc, nous sommes là pour vous aider, pour vous accompagner. Merci beaucoup à tous. Je ne sais pas s'il y a des questions. Quand on reçoit des questions, je vois la main est levée là. John Ross, pas de questions? C'est bon chez moi, merci. Et Les questions Manuela, viendront après les essais. exactement. Faites l'exercice, c'est très important. Si je n'ai pas fini comme à midi, c'est parce que je sais que en faisant l'exercice, vous allez asseoir. Je vais vous renvoyer le lien dans le groupe. Ou si vous n'êtes pas dans le groupe, hein, et essayez de me contacter et également par WhatsApp. Merci, je suis dans le groupe. Ok, donc n'hésitez pas à me contacter, les questions, posez-les. Et pour ceux qui désirent vraiment faire le niveau 2, n'hésitez pas à vous manifester également. Ce sera ainsi personnalisé et vous n'allez pas le regretter. Manuela, ça peut aller? Oui, ça peut aller, Carlos. Merci. Et Moussa Jarjou, désolé si j'ai mal prononcé, hein. Moussa, Ouais, ça va aller, c'est Diadio. Jarjou, ok. Louis-Jacques aussi, je crois que c'est bon. Madame Bassenet. Madame Bassenet, des questions? Oui, c'est bon. C'est bon, ok. Donc, Ça va. donc faites l'exercice et nous allons continuer vraiment à vous suivre, à vous accompagner dans chaque étape. Le lien et cette formation a été enregistrée, donc je vais mettre ça en ligne et mettre le lien dans le groupe. Donc,
Pour chaque manipulation effectuée, vous pouvez regarder, lire, partager si vous voulez même. Et voilà quoi, c'est l'objectif, c'est l'objectif. Donc, je sais que pour beaucoup, la connexion n'a pas aidé et ils se sont déconnectés, et malheureusement. Et voilà, donc, nous sommes vraiment spécialisés dans l'accompagnement, tout ce qui est lié à, aux autres évaluations, aux enquêtes, nous faisons tout ça. J'ai envoyé également le contenu du module. Si vous l'avez reçu, lisez-le et essayez d'appliquer chaque élément, chaque chose, essayez de les appliquer. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je vais pas. Ah, mon frère Jidas Nobessi. Allô, Jidas, tu es là? Bon, apparemment, il n'est pas là pour des connexions. Donc, je vais mettre la vidéo en ligne pour le partager. Donc, sur ce, je vous dis très bonne soirée. Reprenez l'exercice et remontez-nous toutes les questions, tout ce que vous avez fait de difficulté. Bientôt, il y aura la formation sur Access aussi. Et vous avez coché beaucoup d'informations. Donc, ceux qui sont revenus plusieurs fois, c'est Access et planification et autres. Donc, on va organiser tout ça et on saura. Donc, partagez.